Toxique. Et vous parliez tout à l'heure des images. Et je vous rappelle que tous les jours on dit Uritem otam uzchartem. En parlant de notre tzitzit, on dit et vous les verrez, vous vous rappellerez. Et la Torah ici, de manière saisissante, entre autres, est en train de nous exprimer la relation forte qui existe entre ce que l'on voit et le souvenir. Les images toxiques et sidérantes que nos enfants ou nous-mêmes pouvons voir restent. Elles restent. Il est extrêmement difficile de les faire disparaître. Seulement, qu'est-ce qui va se jouer ici? Quel va être au fond l'enjeu de ce qui va se passer réellement dans la toxicité de cela? Eh bien, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, je vais vous dire quand. Je l'ai expérimenté ce matin, entre 8h15 et 8h22, plus ou moins. Je crois que c'était plus ou moins cette heure-là. J'ai la confirmation d'un voyage à Bruxelles la semaine prochaine. Je suis chez moi, à la maison. Je m'installe devant mon écran, je prends ma souris dans la main droite, ma carte bleue dans la main gauche, et en 5 minutes, j'ai ce que je veux. Génial. Et si à ce moment-là, il y a marqué que je ne peux pas l'avoir tout de suite parce qu'il y a un problème au niveau du logiciel de la carte bleue, que sais-je, possible, enfin, c'est pas possible. Parce que je vais devoir attendre 3 minutes de plus et refaire la manipulation. Il m'a mal noté mon numéro de compte, je suis obligé de le refaire. Zut alors. La relation au temps n'est plus la même. Je veux, j'ai. Désir, plaisir. Je veux voir le film, je vois le film. Je veux commander le billet, j'ai le billet. Je veux entendre cette chanson, j'ai la chanson. Et si ça ne marche pas sur A, je peux trouver sur B. Et quand aujourd'hui on a une augmentation des divorces chez les jeunes couples, c'est exactement la même problématique. Ça ne se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe, donc exit, on passe à autre chose. Et au-delà de ce qui a été entendu, il faut bien prendre conscience que la relation que nous avons aujourd'hui à cet univers qui est là, point barre, construit une nouvelle relation au temps et rend de plus en plus difficile un élément fondateur dans la construction de l'être, qui est la capacité de gérer ses frustrations. Je suis un être profondément frustré depuis l'an 2000. C'est pourquoi? Parce qu'en 1999, on me proposait de passer le réveillon du Nouvel An à Oslo, au Cap Ferrat, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Londres, à New York. Et il y avait des programmes exceptionnels. Je ne peux pas aller partout. C'est très frustrant. Être adulte, c'est apprendre à gérer sa frustration. C'est-à-dire accepter que la réalité de l'existence ne sera pas celle que l'on a imaginée ou fantasmée. Et que la vie, ce n'est pas rejoindre sans arrêt un monde imaginaire et imaginé, mais découvrir ce que l'on est en train de construire au quotidien. Cela sera fondateur dans la construction de nos enfants pour la suite de leur histoire. Lorsque je suis dans un monde dans lequel je peux être dans l'immédiat avec ce que je désire, à quel moment ai-je appris la frustration? À quel moment ai-je appris que, en effet, ce n'est pas comme je le veux au moment où je le veux, et alors? Oui, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est comme ça que l'on construit une identité forte et des enfants avec une colonne vertébrale qui seront capables de ne pas être sans arrêt dans des appels au secours lorsque la réalité de la vie ne sera pas celle qu'ils désirent. Sans être dans le drame, sans être dans la complexité, mais ça fait partie de notre vie à toutes et à tous. Et si on a pris la mesure de cela, évidemment que ça va nous donner des énergies pour avoir envie d'entendre et surtout de mettre en principe, entre autres, tout ce que l'on vient d'entendre. C'est-à-dire que
Est-ce qu'on y va avec cette pesanteur en se disant « il faut absolument sauver nos enfants » ou alors au contraire, réaliser que nous sommes une génération à qui on a proposé de découvrir sa grandeur à travers les défis qu'on met en face d'elle. On ne propose pas à quelqu'un qui n'est pas capable de faire une chose. Nos enfants, vos enfants, sont de futurs héros, et non pas des futurs zéros, des futurs héros. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés, eux, et nous en tant que parents, à quelque chose de radicalement nouveau. À quelque chose qui est d'une puissance incroyable. Ça veut dire que, en face d'eux, ils ont des parents. Il y a un univers qui est là pour leur dire « Vous allez devenir grands parce que justement le défi auquel vous êtes confrontés est extraordinaire. Vous allez devoir faire des vrais choix, de découvrir ce qui va être, et c'est extraordinaire ce qu'on a entendu, source de votre bien-être, source de bonheur. Les enseignants vont se poser la question, comment allons-nous faire pour que les élèves découvrent le plaisir du savoir de la connaissance, non pas juste au niveau de la pédagogie, mais au niveau de la relation que nous allons créer avec eux. Nous, en tant que parents, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour leur faire découvrir le bonheur d'être dans l'échange, dans cette promenade ensemble, dans ces jeux que l'on va faire, dans ces moments dans lesquels, dans la famille, on va dire, allez, chacun doit dire 4 compliments sur l'autre, que sais-je? C'est extraordinaire, quelque part. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, si on voit cela de cette manière, peut-être que l'on peut aborder les choses de manière totalement différente. Et voir dans la difficulté les prémices d'une histoire qui sera beaucoup plus belle. Néanmoins, et tout à l'heure, j'ai bien entendu et bien vu votre clin d'œil virtuel, mais qui était là, il y a quand même à un moment ce qu'on appellerait l'univers des cadres, qui vont être nécessaires sans être coercitifs. Ils seront nécessaires parce qu'ils sont rassurants. L'objectif de poser des cadres et des limites, ce n'est pas d'obtenir un résultat, mais de structurer l'enfant et de manière indirecte, cela va avoir une conséquence. C'est ce que j'appellerais les bénéfices collatéraux. Les bénéfices collatéraux des cadres leur permettront en effet de savoir comment se positionner par rapport aux écrans. Mais si la raison pour laquelle on met les cadres, c'est parce que ça nous embête les écrans et on a peur et on nous a dit, ça ne marchera pas. Pourquoi j'ai envie en tant que parent que mes enfants aient des cadres? Pourquoi c'est nécessaire? Au niveau de son existence et non pas au niveau de ce que ça va m'apporter comme bénéfice immédiat, parce que sinon on est dans la même problématique. Je mets des cadres et tout parce que je veux un résultat immédiat. On est de nouveau dans le rapport à l'immédiateté. Non. Pourquoi c'est important? Vous savez, j'ai eu un ado, il y a 2 ans, et ce que je vais vous dire est totalement exact et c'est extrêmement bouleversant et violent. Et c'est très borderline, et je m'en excuse. Qui voyait des films no comment. D'accord? Je ne vais pas développer. Et un jour, il m'en parle. Et il me regarde et il me dit, mais au fond, il est où le problème? Il est où le problème? Je lui ai dit, le problème, il est très simple. On ne va pas rentrer dans la religion, c'est interdit, c'est pas interdit, c'est très grave, les images, etc. Le problème, il est très simple. C'est que tu n'es plus libre. Le problème, c'est que tu n'as plus de cadre. Parce que tu es soumis à des stimuli extérieurs et tu ne peux plus leur résister. Et tu as construit un système pour justifier a posteriori, alors qu'en vérité, tu es prisonnier. Et le problème, c'est la souffrance que ceux qui sont en face de toi, et je parlais de moi en tant qu'ami et non pas en tant que parent, parce qu'en parent, je ne l'aurais jamais dit, sinon c'est ultra culpabilisant, évidemment, de te voir, toi,
potentiel énorme, être prisonnier de quelque chose et de te donner l'illusion d'être libre. Mais à un moment, il ne voyait même plus où était le problème. La nécessité du cadre, elle est structurante. Et on ne va pas commencer par le cadre de le portable à telle heure, oui, telle non. Oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes dans un monde au quotidien dans lequel il y a des règles? Et est-ce que ces règles, nous les respectons nous-mêmes? Quelles qu'elles soient. On a mis un cadre, on le respecte. Hier après-midi, j'étais dans une commission dans laquelle on réfléchissait sur des problématiques de famille en difficulté. Il y a un moment, une personne a dit, mais peut-être cette famille, même si c'est la règle de donner une aide pour 6 mois, comme on voit le problème, il faut donner pour 8 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse que j'ai donnée, ça a été non. On met 6 mois, dans 6 mois, on reverra. Pourquoi? Nous avons des cadres et nous avons des règles. Non pas qui m'enferment de manière figée, parce que de temps à autre, il faut savoir en sortir dans des cas d'urgence. Mais là, ça n'aura pas de différence. On a mis des cadres. Quels sont les cadres qu'on met chez nous à la maison? Souvent, les cadres sont imposés par la religion, par les nécessités du quotidien, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut aller à l'école. Posons-nous en tant qu'adultes une question. Qu'est-ce que nous exigeons par rapport à nous-mêmes? Qu'est-ce que nous attendons de nous-mêmes? Première chose qu'on attend de soi-même, c'est de se donner les moyens d'être bien. Parce que quand vous êtes bien, vous n'êtes pas toxique. Et donc vous donnez à l'univers qui est autour de vous. Ce que j'attends de moi-même, c'est de me fournir les moyens d'avoir envie de me regarder dans une glace et d'être fier de moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai raté et demain je rate moins. C'est pas que j'ai réussi, je rate moins. Et je suis content de moi. Et je me décerne une médaille. Et comme je me sens bien, alors nécessairement je ne suis pas toxique pour l'univers dans lequel je suis parce que je me sens en phase avec moi-même. Mais comment je crée ce bien-être? En mettant en place un certain nombre de cadres et de règles dans ma vie, qui sont le reflet du fait que je me sens capable d'exiger des choses par rapport à moi-même. Et le mot exigence peut être entendu de manière péjorative, il ne doit pas. Exiger, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je suis en droit d'attendre de moi-même? Sans mettre des plans sur la comète, un truc trop lourd, etc. Évidemment que non. Dit le Talmud, tafasta merubelo tafasta, tafasta muat tafasta. Tu veux avoir plein, tu n'as rien. Tafasta muat tafasta. Tu veux avoir un peu, ça tu l'as. Et quand j'ai ce peu, ne pas être dans un modèle comparatif, mais être content de soi. Et cet état d'esprit-là, le faire pénétrer dans la maison. Pour que l'enfant, lui aussi, découvre ce que veut dire un univers dans lequel on s'est imposé des règles qui nous permettent justement de nous sentir libres d'aller vers ce qui est important pour nous. Ce que vous disiez parfaitement tout à l'heure, et vous l'avez parfois très longuement développé, mais on ne peut pas tout développer chaque fois, c'est le temps qui nous réappartient à nouveau. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles souvent les parents, au début, n'ont pas trop envie de s'occuper des problématiques de portable, et vous l'aviez dit, c'est que, et j'ai le souvenir parfait de votre expression, vous avez dit, mais si les 3-4 heures que les enfants passent sur les écrans, ils ne sont plus dessus, on est un peu embêtés, nous les parents. On fait quoi? 4 heures en plus à s'occuper d'eux. Comme ces Shabbats après-midi d'été. J'ai l'impression qu'il y a du vécu. On fait quoi? On fait quoi? Mais on va réinvestir. On va découvrir ce bonheur difficile mais extraordinaire de se sentir pleinement parent et non pas juste professeur adjoint ou alors surveillant dans un cadre qui s'appelle la maison ou alors restaurateur ou femme de chambre. C'est bizarre, on va redevenir parent. C'est-à-dire, on va mettre de côté la partie devoir, c'est bon, professeur particulier, la partie restauration. Posons-nous toujours une question en tant que parents. Quel est le temps que nous consacrons dans notre vie de famille à ces choses
qu'il n'y a que nous qui pouvons donner. Que ce soit dans le couple ou dans la relation aux enfants. La cuisine, quelqu'un d'autre peut faire. La blanchisserie, quelqu'un d'autre peut faire. Les courses, quelqu'un d'autre peut faire. Il y a des choses, il n'y a que nous qui pouvons faire. Dispensateur de présence, d'amour, de relation. Ça, c'est mon domaine. Je ne demanderai à personne de venir me remplacer à la maison. Et c'est ça que l'on va pouvoir investir. Évidemment, c'est complexe. Évidemment, ça prend du temps. Évidemment, notre quotidien va dans tous les sens. Je vais vous proposer juste une ou deux idées et on va surtout parler à travers les questions qui vont émerger maintenant. Et le professeur Lejoie va se retrouver ici parce que les questions vont être posées à tous les deux, évidemment. On va essayer tout simplement de savoir faire émerger chez l'enfant le phénomène d'observation par rapport à l'exemple qu'on va lui donner. C'est-à-dire, il y a des gestes forts que l'on peut faire chez soi à la maison le soir. On rentre à la maison et l'engin, le tueur de communication comme je l'appelle, l'enfant voit clairement qu'on le ferme et qu'on le range. Il y a un bac à l'entrée, on le met, on lui dit pas toi aussi. Il voit que nous, on rentre, on le pose. Il réalise que le téléphone sonne et qu'on met sur vibreur ou qu'on le met de côté ou qu'on appuie, je te réponds plus tard ce que vous voulez. Il réalise quoi? Que quand il est là, il est le plus important du monde. Sauf si vous êtes bien sûr médecin urgentiste d'astreinte ou rabbin urgentiste d'astreinte, mais bon, les cas d'extrême urgence sont relativement rares, même s'ils existent. Et là, il va découvrir quoi? Que tout simplement, vous lui avez révélé qu'il a une importance incroyable vu que les autres existent puisque tu es là. Évidemment qu'il y a des choses qui se passent. Alors si demain vous dites on l'a fait, il est toujours devant, évidemment si ça marchait du jour au lendemain, ça serait pas rigolo. On installe chez eux un autre état d'esprit. On commence à faire pénétrer chez eux une autre relation aux choses. On fait en telle sorte qu'ils voient dedans des outils. On leur montre que l'on n'est pas intéressé par la toxicité des choses. Moi j'ai pris ce portable, j'ai appelé un de mes garçons, je lui ai dit si ça ne te dérange pas, il y a un truc, alors aujourd'hui il y a des filtres et c'est très bien les filtres et je vous recommande d'en mettre ou d'en faire mettre par les associations qui en mettent, clairement. À notre bureau, d'accord, Paris, j'ai appelé et j'ai dit je veux qu'on mette des filtres partout. J'ai confiance totale dans toute la structure avec qui je travaille, par principe, c'est comme ça. Je lui ai dit tu mets si ça ne te dérange pas, restriction. Et après, en plus, il me fait même émerger le nombre de temps que je passe sur WhatsApp ou sur machin, c'est très intéressant à voir. Elle dit, tiens, c'est intéressant, je passais aujourd'hui tant et tant de temps. C'est le fameux exemple de savoir combien de temps on regarde par jour, ça vous l'aviez dit, on regarde par jour et on consulte pour voir si on a eu un message ou un mail, c'est 104 fois par jour. Si vos voisins descendent 104 fois par jour de chez eux pour voir ce qui se passe dans la boîte aux lettres, le service du professeur Lejoyeux, il est rempli pour 30 ans. Évidemment, vous imaginez un petit peu. Parce que vous allez dire, ah il est fou. Nous on le fait. D'accord? Non mais c'est vrai. Ça va être très intéressant. Parce que l'enfant, ce qu'il faut lui apprendre, c'est avoir une autre relation à la chose. Et il va le voir à travers le fait que nous-mêmes, ce n'est plus notre doudou. Autre principe, et là-dessus, je sais que ça peut causer désordre, mais c'est pas grave, je l'assume. Je l'assume complètement. Un jour, un psy que je trouve incroyable qui s'appelle Seyirch, qui est un des maîtres de la thérapie systémique, m'a dit un jour, de toute façon, sachez que pas tout le monde n'aura le mérite de vous aimer. Donc ce jour-là, il m'a totalement décontracté. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Cet objet-là, il y a des codes, il n'y a pas le choix. Mais il faut que tout le monde connaisse le code. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Ah non, je veux pas. Ah non. Tu as besoin de mon portable? Tiens, prends-le. Tiens, prends-le, madame, monsieur, mon enfant, etc.
Et quand on a certaines sensibilités, on ne va pas commencer à consulter tous les messages parce qu'on s'en moque, parce que justement, il n'y a pas d'enjeu. Ce qui nous permettra pour nos enfants aussi de ne pas rentrer dans cette dimension de pseudo-jardin secret dans lequel... Parce que tout simplement, nous avons remis les choses à leur place. C'est un objet. Cet objet-là, il est là pour nous permettre de communiquer, pour permettre en effet en ligne de consulter certaines choses, de décider parfois qu'on veut se poser et voir quelque chose parce qu'on trouve que c'est bien pour nous, parce que tout le monde nous l'a dit, donc bien sûr, si tout le monde l'a dit, c'est que c'est vrai. Il est où notre esprit critique? Mais ça, c'est un deuxième problème. Et à travers cela, réinstaller une autre relation aux choses. Et ça a été tellement bien dit auparavant. Ne pas rentrer dans la coercition, ne pas rentrer dans la violence, ne pas rentrer dans la menace, ne pas rentrer dans la moquerie, toutes ces choses-là qui font que l'enfant va se rétracter et quelque part, à travers ce qui se passe, une distance va se construire dans lequel nous serons dans un monde dans lequel la relation avec un grand R risque de ne pas être là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je conclue là-dessus. Tout d'abord, je plaide pour nous tous non coupables. Parce qu'on n'a pas vu le coup venir. Je pense que personne ici n'imaginait, il y a quelques années, la spirale, le maelstrom qui allait déferler. C'est inimaginable. Et je pense qu'en effet, beaucoup d'entre nous ont dit « mais c'est bon, c'est un jeu, ceci, cela, d'accord, c'est sympa ». Et on ne s'est pas rendu compte qu'au fond, les choses allaient s'installer de plus en plus rapidement et que les stratégies de ceux qui les conçoivent seraient là pour capter au maximum, garder au maximum, parce que tout ça, c'est après une stratégie commerciale. Ce n'est pas parce que nous devons plaider non coupable que nous ne devons pas aujourd'hui assumer cette responsabilité qui est la nôtre. Et regardez ça comme étant un défi extraordinaire. On rate et on rate moins. Faire en telle sorte que cet enjeu au niveau de nos enfants nous oblige, nous en tant qu'adultes, à repenser le rapport que l'on doit avoir aux choses. Et va nous aider, nous aussi, à voir cela comme étant des outils qui nous permettent en effet de gagner du temps pour pouvoir disposer de ce temps pour se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le développement de toutes nos potentialités et révéler à nos enfants que ce qui va les rendre profondément heureux, c'est quand ils réussiront à être dans la plénitude d'eux-mêmes et non pas rabougris et fermés face à un cadre qui les empêche de se découvrir comme ils sont. Voilà quelques ouvertures de réflexion par rapport à cela. Si ça ne vous dérange pas, je vais m'arrêter ici et nous allons prendre maintenant une demi-heure pour pouvoir être dans la réponse à vos questions. Vous êtes un nombre certain et un certain nombre ce soir et kol hakavod, parce que vous donnez un exemple à vos enfants. Les jeunes qui sont venus ont eu ce courage de se dire « tiens, on va se confronter à une parole qui peut-être éventuellement nous remet en cause ». Les parents aussi. Donc vous êtes dans une démarche qui est déjà positive, parce que prêt en effet à vous ouvrir à quelque chose qui peut éventuellement changer les modèles du quotidien. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc maintenant, on va passer à vos questions. Comme on est un certain nombre, comme je le disais, j'ai fait ma parenthèse derrière, on va essayer d'organiser ça de manière structurée. Et donc, vous dites d'abord vers qui votre question s'adresse en premier, et puis le professeur Lejoyeux, moi-même, on essaiera de répondre à vos différentes questions. On a une petite demi-heure pour ça. Maintenant, à vous la salle, comme on dit dans les studios de télé. Allez-y pour les questions. On va tu l'éteins ? On va remettre le micro. Alors, les questions, allez-y. Oui, on a une première question là-bas, et après une seconde ici. Chut. Oui. Je me rapproche, non, parce qu'il ne marche pour l'instant pas, je me fais éventuellement le micro du micro. Oui. Ça marche. Sans dérangement que ça marche.
Bon, je vais essayer de parler fort. En vérité, c'est une question qui en même temps un constat et qui s'adresse aussi bien au professeur de Joyeux Carablemel. Est-ce que finalement, on pourrait dire que le gouffre dans lequel les enfants et les adolescents Je l'ai arrêté. Oui, que le gouffre dans lequel les enfants, aussi bien que les adolescents, vont rentrer, qui est le gouffre donc de Internet et de tous les dérivés, est-ce que finalement, c'est surtout la conséquence d'un vrai problème qui est dans la génération d'avant, c'est-à-dire nous autres, qui sommes censés être les parents, et qui nous-mêmes, nous sommes ou déconnectés ou pas assez connectés sur le sens vrai de la vie. C'est-à-dire qu'on a réussi malheureusement à déconnecter la vie de quasiment tous les domaines. C'est-à-dire, est-ce que quand on fait une prière, est-ce que c'est une prière vivante? Est-ce que quand on parle à nos enfants, on leur parle avec le cœur et de manière vraie? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est vivant? Ou bien c'est justement cette carence-là qui a entraîné la possibilité aux jeunes de s'engouffrer complètement dans une grande illusion. Alors, professeur Lejeune vient de dire, dès que tu as dit le mot prière, il a dit ça c'est à moi. Voilà, je ne peux pas dire à un moment le mot psychiatrique comme ça. Parce que je pense que même sur prière, vous pouvez. D'accord. Alors, la question, parce que chez nous, je réponds toujours à une question par une autre question, n'est-ce pas? Sinon, ça c'est pas rigolo. La question est de savoir, est-ce qu'on est là dans une problématique de savoir chercher le coupable, d'accord? Ou alors de s'interroger sur ce qui s'est passé pour que nos enfants, à un moment, aient pu être tellement captés par quelque chose parce qu'ils n'avaient pas en face des éléments qui les nourrissaient suffisamment. Évidemment, sans lancer un quelconque procès à quiconque et de ce que vous voulez, évidemment que se pose ici la problématique d'un jeune qui cherche à donner du sens et qui a besoin de se nourrir de cela. J'ai entendu d'un maître, certaines d'ici, et je dis certaines parce que c'était le Rabbi Miller, donc Rabbi Miller qui était le directeur de Getzed, et mon épouse m'a rapporté en son nom une idée extrêmement forte. Il disait, il y a 50 ans, nous n'étions pas dans une société idéale, mais nous avions encore de l'idéalisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une société que l'on croit être idéale parce que tout est là, dans tous les domaines, juifs, religieux, là où vous voulez, mais où est passé l'idéalisme? Et c'est vrai que cette idée-là, peut-être que nous n'avons pas su la véhiculer à nos enfants par ce désir que l'on avait de les protéger, de les mettre dans une forme de cocon pour qu'ils soient le moins mal et le mieux possible. Et sans faire de la psy de prise unique. On peut imaginer, c'est celle qui se vend le mieux, c'est vrai, professeur. Vous avez raison. C'est celle qui se vend le mieux. Mais sans quand même faire, alors on va dire, des raccourcis. Est-ce qu'on pourrait dire que les traumas vécus dans l'univers ashkénaze liés à la Shoah et dans l'univers séfarade à travers justement la rupture et avec l'exil, puisque c'est un exil, et les souffrances n'ont pas amené notre génération, ou celle de nos parents, enfin un peu tout mélangé parce que nos parents nous ont laissé des choses, à se dire non mais nos enfants eux ne souffriront pas. Et donc on n'exigera pas grand chose d'eux, on va leur donner tous les moyens d'être le moins mal possible. Et cet idéalisme qui passe à travers un renoncement, nous avons oublié de leur faire passer le message. Et évidemment, se pose ici la question d'une religion sans spiritualité. D'une religion dans laquelle le rapport à Dieu n'est souvent que verbe et non pas quelque chose de vécu. Et pour être dans une définition plus globale, de la question de savoir si je suis la finalité de ma propre existence ou si au contraire je suis vecteur unique d'un projet unique au niveau de l'humanité. Et c'est vrai que là on rentrerait dans un autre domaine, mais qui a lieu en effet d'être exploré, parce que
une vie qui n'est pas porteuse de sens, une religiosité qui est parfois extrêmement présente, mais qui ne nous nourrit pas, l'absence de réflexion sur la nécessité du plaisir, évidemment, va amener nos enfants à vouloir aller vers d'autres sources de plaisir qui commencent par le coca sucré et qui peuvent aller beaucoup plus loin. De nouveau, on n'est pas là pour s'autoflageller, mais peut-être se dire, si on réinstalle ça, peut-être qu'en effet, il y a des choses qui risquent de changer. Et vous savez, moi je l'ai vu encore très récemment avec des ados. Et c'est incroyable. Vous leur proposez de faire quelque chose qui a du sens, même qui leur demande des efforts physiques. J'étais avec des ados et on avait un truc à faire en Israël dans un centre qu'on a ouvert là-bas. Il fallait venir porter, mettre, etc. Ils étaient ravis. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient ce qu'ils allaient faire, ce que ça allait transformer et tout. Et ils sont sortis de là heureux. Transpirants, mais heureux. Parce qu'ils avaient fait des choses, ils avaient construit, parce qu'il y avait eu un esprit de groupe, parce qu'ils s'étaient donné des coups de main, parce qu'ils avaient rigolé. Et qu'ils n'avaient même pas eu le temps, j'étais là, j'ai pu le voir, de consulter leur portable. Les ding, ding, ding ne les attiraient pas, parce qu'il y avait quelque chose qui les nourrissait. Peut-être essayer d'ouvrir vers cela, en effet. Vous avez une question à droite. Je vais redire la question après voix plus haute, oui. Est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer à intégrer les écrans normal, parce qu'il y a des enfants qui sont complètement protégés et il ne faut pas non plus les frustrer parce qu'ils vont sortir des cas. Alors, la question qui est posée, si vous me permettez de la retraduire, c'est qu'en effet, il y a des familles dans lesquelles on a une grande vigilance par rapport aux écrans, mais qu'on le veuille ou pas, les enfants, à un moment, vont les découvrir, ils sont là. À quel moment, quel âge, est-ce qu'il y a un processus par rapport à cela? J'ai pas forcément d'âge précis à vous dire. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça a plus à voir avec les capacités de communication de l'enfant. Je pense qu'on peut commencer à recevoir des images quand on est capable d'en parler un petit peu. Quand on est capable d'exprimer le message qu'on a reçu et de le partager. Donc si je le disais en termes de psychologie de prisonnier, ça va être ma nouvelle spécialité. Vous m'avez ouvert une nouvelle... Je me vois bien médecin à l'entrée du service. Au fond, quand on est capable de parler de ce qu'on voit, on est peut-être capable de commencer à le voir. Et c'est terrible de ne pas le parler. Ce qui est terrible, c'est de voir des tout jeunes qui sont happés par l'émotion et qui n'ont pas l'appareil ou le développement, ou que sais-je, l'âge pour le dire. Et sur l'explication de l'addiction, moi j'ai une explication beaucoup plus prosaïque, bien moins jolie que la vôtre et bien moins intéressante, mais qu'on retrouve dans toutes les histoires d'addiction. C'est que plus un produit ou un comportement est facilement accessible, plus il donne lieu à des addictions. Vous savez, il y a une vieille histoire aux États-Unis, quand on a ouvert des casinos dans les réserves indiennes. Avant, les Indiens ne jouaient pas, ils ne jouaient pas d'argent. Quand on leur a ouvert des casinos, ils se sont mis à jouer. Et au fond, un des sujets qui nous rend tous addicts au portable, c'est la facilité et l'accessibilité. Qui d'entre nous s'est dit, je viens à une conférence ce soir, je ne vais pas prendre mon portable, je le laisse à la maison? Est-ce que l'un d'entre nous a fait ça? Évidemment pas. Si? Il y a un héros. Il y a une héros. Bravo. Ah, bravo. Donc voilà, pour un héros, et globalement, on a quelque chose qui est totalement accessible, totalement ubiquitaire. Donc quand quelque chose est très très facile d'accès et très facile d'usage, bah, c'est un peu normal qu'on puisse avoir des dérives de ces usages. Si je peux me permettre de rajouter, mais juste de compléter, j'ai en effet reçu aussi de mes maîtres l'idée suivante, c'est qu'ils m'ont dit, quand l'enfant va se retrouver face à l'image, en tant que parent, tu es à ses côtés et tu commences. Non pas c'est bien et c'est mal, mais tu amènes l'enfant à réfléchir sur ce qu'il voit. Il voit Batman, Superman, enfin tous ces trucs-là, tu dis, est-ce que tu penses que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe? Juste comme ça. Ce qui va lui permettre déjà de ne pas confondre ce qu'il voit avec ce qu'il pense être dans le monde du réel. Et au bout d'un moment, vous allez être aussi dans le commentaire de texte. Et je vous donne un exemple très simple. Robin des Bois, pas Rabin des Bois, Robin des Bois. C'est super. Oui.
Concrètement, la fin justifie les moyens. Tu peux voler les riches si c'est pour donner aux pauvres. Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, je ferme juste cette parenthèse. Donc être là pour être, comme le professeur vient de le dire, permettre en effet d'être à ses côtés aussi au moment de l'image. Autre question? Oui, monsieur. Dans plusieurs choses que j'ai lues sur les addictions, c'est que quelque chose, un vécu anxiogène ou un mal-être intérieur pouvait favoriser une addiction. Et en tant qu'enseignant, souvent je vois que les élèves les plus inconfortables, ils ont souvent en eux une espèce de mal-être, voilà. Et là, ça sera aussi un peu pour Rabelais, j'ai l'impression que parfois dans le monde juif, il y a un côté très anxiogène qui est imposé aux enfants, soit à travers de l'actualité, soit à travers d'une façon d'envisager la religion culpabilisante, et qui favoriserait, probablement, qui ferait un terrain plus favorable à tous ces problèmes-là. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des déterminants, il y a des déterminants de vie, il y a des déterminants, et Laura l'a très bien dit, y compris des déterminants transgénérationnels, hein, et des générations qui ont été atteintes. Contrairement à ce qu'on peut penser, le stress sensibilise au stress. Hein, c'est-à-dire que plus on subit de stress, plus les stress ultérieurs vont être douloureux et difficiles. Moi, mon métier au quotidien, c'est de ne pas accepter ces explications. C'est parce que je sais que si je les accepte, j'ai un piège relationnel. Si j'ai en face de moi un fumeur qui me dit, avec le boulot que je fais, vous comprenez, j'ai vraiment besoin de fumer, c'est une obligation. Si je dis oui, je suis piégé, et lui arrêtera jamais de fumer, et moi je ne l'aiderai jamais. Il faudra que je lui tienne la main pendant des années, savoir pourquoi son boulot est difficile, on n'aura pas avancé sur le sujet de la santé. Donc sans doute oui, mais à un moment, c'est à la fois cause et conséquence.